Bonjour et bienvenue à l'Informel. Aujourd'hui, je discute avec Annie Castonguay, qui est directrice adjointe chez Bras Outaouais, où elle travaille à améliorer la qualité de vie des personnes touchées ou concernées par le VIH. Elle est aussi impliquée dans la cause de l'itinérance qui a connu des défis sans précédent au cours de la dernière année. 3, 2, 1. On a la chance d'avoir Annie Castonguay avec nous autres. Annie, merci d'être avec nous autres. Grosse semaine, grosse année. Ça roule pas mal dans le milieu communautaire. Oui, grosse semaine, gros mois, grosse année. Ça lâche comme pas là, depuis mars 2020, mais aussi avant, là, on avait déjà plein de projets sur la route. Fait que c'est vraiment là, un temps fort là, pour les organismes communautaires. Puis, vous avez plein de projets sur la route. Là. Est-ce que vous avez été capable de maintenir les projets? Ou ça a été reporté? Ça a été quoi là, les changements au bras que vous avez dû faire pour continuer votre année puis continuer vos services? On s'est beaucoup adapté, je te dirais. Nous, on a 3 volets au bras. On a la Maison des Oliviers, qui est une maison pour les personnes vivant avec le VIH et ou l'hépatite C. Je te dirais que là, on a comme fait comme d'habitude, sauf en changeant quelques règlements là, au niveau des visiteurs et des sorties. Mais sinon, on a roulé comme d'habitude. On ne s'est pas empêché d'accueillir des gens. On a continué notre routine habituelle. Plus au niveau, l'autre volet, c'est au niveau du soutien aux personnes vivant avec le VIH. On faisait beaucoup d'activités en présentiel. C'est ça qu'on a dû modifier. Fait qu'on a comme transféré nos soupers qu'on faisait une fois par mois en soupers virtuels. On a dû apporter beaucoup d'aide aussi là, à la maison là, au niveau comment on fait pour vivre avec mes enfants. Parce que oui, c'est des personnes qui ont le VIH, mais qui ont une famille, qui ont des enfants. Donc, briser l'isolement aussi, de l'accompagnement médical. Fait que ça a été vraiment beaucoup là, à ce niveau-là là, de l'adaptation. Puis, notre dernier volet qui est l'éducation à la prévention, où est-ce qu'on a le programme Entre-Hommes qui est pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, c'est sûr et certain que eux aussi, il y avait des soupers, des activités, qu'on a dû changer ça en virtuel ou en animation dans les parcs à distance de 2 mètres, tout ça. On a fait beaucoup de travail de parc, par contre, parce que comme les saunas étaient fermés à Ottawa, les bars étaient plus ou moins ouverts. Il y avait beaucoup d'hommes dans les parcs où est-ce qu'on a dû faire beaucoup d'interventions de prévention et beaucoup d'interventions aussi sur les réseaux sociaux. On a aussi changé, on a tout un volet d'habitude qu'on travaille avec les travailleuses du sexe, travailleurs-travailleuses du sexe. Puis là, travailleurs-travailleuses du sexe, sur le bord de la rue, à passer 8 heures depuis le couvre-feu, c'est compliqué. Plusieurs se sont convertis au web. Donc, on a créé le projet WETS, qui est Web, Escorte et Travail du sexe, où est-ce que les gens peuvent nous rejoindre là, parmi plein de plateformes. On est sur Tinder, on est sur OnlyFans, on est sur plein de plateformes où est-ce qu'ils peuvent nous rejoindre pour avoir, oui, du matériel de consommation, des condoms, conseils, support, dépannage alimentaire. C'est vraiment, vraiment varié. Fait que ça a été comme un nouveau projet qu'on a dû partir là, à cause justement là, de la pandémie là, en lien avec les travailleurs-travailleuses du sexe. On devait partir aussi Vieillir gaiement, qui est un projet là, pour aller visiter les personnes âgées de la communauté LGBT dans les résidences pour personnes âgées. On a parti ça le 12 mars. On se rappelle que le 13 mars, on est tombé en confinement. Mauvais timing. Mauvais timing, en effet. Fait qu'on a dû s'adapter. Fait que là, tranquillement, on repart le projet avec des contacts plus téléphoniques que des contacts en présence, parce que c'est difficile de rentrer dans des résidences pour personnes âgées, parce que la communauté LGBT vieillissante vit beaucoup, beaucoup de discrimination dans les résidences. Fait que nous, on travaille là, à diminuer ça. Puis évidemment, un des volets qui a comme pas arrêté, puis qui a juste augmenté, c'est le volet en travail de rue. Il y a eu une explosion de l'itinérance, une explosion de la consommation, une explosion des surdoses. Fait que ça a fait en sorte que les travailleurs de rue, pour eux, n'ont pas le temps de faire du télétravail. Eux se sont armés de masques, des gants, de la danse du 2 mètres qu'on appelle, parce que c'est difficile là, d'être à 2 mètres avec des gens qui sont en état de consommation ou encore qui ne vont pas bien. Donc, on a dû vraiment beaucoup travailler à cet effet-là là, pour s'adapter à la situation, se protéger les autres au niveau de la COVID. On a donné du matériel de consommation comme jamais. On a développé avec la coordination du CIPTO un site de prévention des surdoses dans lequel il y a un employé du bras tous les soirs, 7 jours par semaine,
365 jours possiblement à l'année. Là. Fait qu'on est le premier site de prévention des surdoses au Québec qui a ouvert ses portes dans le cadre de la pandémie. Parce qu'on a eu vraiment une explosion des surdoses, presque le double en un an là, de surdoses qu'on avait auparavant. Là. Fait que on dit que plus que jamais, on a besoin de ces travailleurs-là dans le milieu puis sur la rue. Mais là, comment ça fonctionne avec le couvre-feu? Est-ce que ces gens-là ont le droit de travailler? Oui, on est classé comme travailleurs essentiels. Donc, chacun des travailleurs de rue ont un petit billet, lettre officielle du gouvernement, signé de ma part avec mon numéro de téléphone dessus s'il y a un problème quand ils rencontrent un policier. On a eu quelques contrôles policiers, mais honnêtement, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Donc, en expliquant qu'on est travailleurs de rue, qu'on doit se déplacer d'un point A à un point B, bien, c'est sûr qu'il y a des policiers qui ont voulu savoir où est-ce qu'on s'en allait, mais c'est confidentiel. Fait qu'on ne l'a pas dit. Mais non, ça s'est quand même bien passé. Je vous dirais qu'à l'instar de Montréal, en Outaouais, on n'a pas eu beaucoup de problèmes avec le service de police du SPVG, je veux dire, au niveau de nous. Ils ont eu une belle compréhension là, de la situation. On a des liens privilégiés là, aussi là, avec les plus hauts placés qui font le message aussi aux patrouilleurs. Honnêtement, ça s'est quand même bien déroulé. Là. On avait beaucoup de craintes, mais ça n'a pas été le cas là, finalement. Il y a eu quelques personnes qui ont eu des contraventions qui pourront contester. Là. Mais sinon, sans plus. Là. Bon. Ça, c'est une chose, mais si on parle, puis j'ai vu que tu as mentionné que vous aidez les travailleuses du sexe. C'est quoi leur réalité, eux autres, présentement? Parce qu'on s'entend que ça ne doit pas être facile, d'une part, d'être dans les rues passer cette heure-là. Puis ensuite de ça, ben là, j'ai peine à imaginer comment est-ce qu'ils peuvent faire leur travail dans le contexte où ils doivent garder distance et tout ça. Là. C'est peu réaliste, en effet, de garder ces distances en tant que travailleurs, travailleuses du sexe. Bien, on a donné des conseils de base d'usage. Avant couvre-feu, plus au niveau, ben, si tu as une relation avec quelqu'un que tu ne connais pas, parce que c'est souvent le cas en travail du sexe, ben, surtout que la personne prenne sa douche, éviter d'embrasser, les contacts buccales à éviter inévitablement, prendre une douche par la suite. Demander à la personne si elle est allée en voyage, les mêmes questions qu'on se pose quand on va à l'épicerie. Là. Fait que c'est beaucoup ça qu'on a fait avec les travailleurs, travailleuses du sexe. Ils ont eu pour plusieurs une baisse de revenus parce que les clients avaient aussi peur d'attraper la COVID. Ouais. Fait que, moins de clients, évidemment. Il y en a plusieurs qui se sont recyclés sur les sites de pornographie. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de faire ça. C'est pas tout le monde non plus qui a la technologie pour le faire. Fait que là, ça a comme créé une insécurité financière parce qu'on s'entend que travail du sexe, là, on ne coche pas ça sur notre rapport d'impôt. Là. Fait que il n'y avait pas nécessairement droit à la PCU, justement, et tout ça. Fait que ça a été compliqué pour plusieurs. On a fait vraiment beaucoup de dépannage alimentaire, beaucoup de soutien psychologique aux travailleurs, travailleuses du sexe en général. Là, évidemment, est arrivé le couvre-feu. Fait que ça a été comme une affaire de plus, tout ça. Ça a fait en sorte que comment je fais pour exercer mon métier après 8 heures? Bien, il y en a quelques-unes qui sont devenues comme plus des parts aidantes avec nous. Fait que, il y avait le statut pour pouvoir aller faire de la livraison de matériel, par exemple, après 20 heures le soir, avec justement la petite lettre de façon protégée et tout ça. Fait que, tu sais, on s'est débrouillé comme ça, mais ça a été compliqué, puis c'est encore compliqué pour elle, en effet. Puis je dis pour elle parce qu'on fait plus affaire avec des femmes que des hommes. Il y a quand même des hommes qui font du travail du sexe. Et nous, on a plus de clientèle féminine là, qui va s'adresser à nous à ce niveau-là. Fait que ça, pour nous, ça a été comme vraiment inquiétant. Ce qui est inquiétant aussi, c'est que les services de dépistage au niveau des TSS ont vraiment ralenti depuis la COVID. Avant, il y avait des services sans rendez-vous et tout ça maintenant est annulé. Fait qu'il n'y a plus de service sans rendez-vous, c'est juste sur rendez-vous. Donc, ça peut prendre beaucoup plus de temps à obtenir un rendez-vous pour avoir un dépistage au niveau des TSS. Donc, si je n'ai pas de dépistage et que j'ai un client qui ne veut pas porter de condom, qui me paye davantage, je risque de dire oui. Je risque aussi de transmettre la maladie à d'autres. Fait que ça aussi, là, c'est inquiétant à ce niveau-là. Ça va être quoi l'impact là, sur les ITSS de cette là avec la fermeture de tous les services? Ça aussi, c'est inquiétant. Qu'est-ce que je te dirais aussi? C'est toute la baisse de clientèle, mais dans le centre-ville de Hull, les filles nous le disent, là, les plus grands moments pour faire du travail du sexe, c'est de 7 à 9 le matin, 11h à 1h30 l'après-midi et 5 à 7 le soir.
Fait inévitablement, mais ça a fait en sorte que ça a été très difficile pour eux, là, pour elles d'avoir des clients parce que les fonctionnaires avaient quitté la ville à ce niveau-là. Mais ça, si on apporte la situation de façon générale, est-ce que tu es d'avis que ça devrait être, de un, légalisé complètement? Parce que là, j'ai pu comprendre que la loi, je ne savais pas ça, là, mais c'est assez comique. Où est-ce que elles ont le droit de faire le travail qu'elles font, mais ce qui est illégal, c'est de payer pour le service. Donc, est-ce qu'on aurait avantage à encadrer ce travail-là? De dire, bon, OK, regarde, c'est là, ça fait partie de la société. On pourrait encadrer ça pour s'assurer que d'une part, ben, il peut se faire le travail de façon sécuritaire, puis de deux, éviter de la transmission justement du VIH et autres maladies. Oui, en effet, ça serait l'idéal, mais on n'est pas encore rendu là. Mais oui, pour nous, ça serait l'idéal qu'il y ait une légalisation complète. Là. Parce qu'il y a des endroits dans le monde qui le font, puis de ce que j'ai pu voir, ça se passe très bien. Oui, oui, tout à fait. Puis ça serait beaucoup plus simple d'aller chercher des services à tous les niveaux. Oui, au niveau santé, mais aussi au niveau policier. Une travailleuse du sexe qui vit un viol, ça existe. Là. Puis quand tu te présentes au poste de police pour déclarer que tu as vécu un viol pendant que tu faisais ton travail du sexe, c'est comme tellement pas pris au sérieux. Donc, tout ça enlèverait tout ce côté-là difficile là, pour les travailleurs du sexe. Puis qu'est-ce que ça prendrait pour que cette mentalité-là change, puis que ces choses-là changent? Bien, c'est un mouvement politique. C'est vrai aussi simple que ça. Là, pour changer une loi, ça prend des politiciens qui y croient et qui y défendent. Est-ce que peut-être on ne connaît pas bien le métier ou on ne connaît pas bien la situation? Bien, je pense qu'on a beaucoup de préjugés. C'est pas pour rien que certains disent que c'est le plus vieux métier du monde. Moi, ça m'aurait cette expression-là. On a beaucoup, beaucoup de préjugés, mais il y a des femmes et des hommes qui font ça comme métier. Comme quelqu'un d'autre va être coiffeur, comme quelqu'un d'autre va être massothérapeute. C'est une réalité, là, puis on n'a pas à apporter des jugements là-dessus parce que ça ne nous convient pas selon nos valeurs ou nos choix de vie. Ça peut se faire très bien. Malheureusement, on a tout le temps l'image de la femme qui fait plus ce qu'on appelait à l'époque de la prostitution. Fait que sur le bord de la rue, il y a encore des femmes qui le font par un besoin alimentaire, que c'est en exploitation sexuelle. Puis ces femmes-là, on travaille autrement avec elles. On travaille à ce qu'elles deviennent comme indépendantes à ce niveau-là. Mais le travail du sexe, il y a plein de femmes qui choisissent comme ils choisiraient un autre métier. Puis on a souvent l'image que, bon, c'est des femmes qui sont prises avec de la toxicomanie, puis qui ont des problèmes X, Y, Z. Mais si tu dis qu'il y en a qui font le choix, est-ce qu'il y en a qui le font par plaisir et sont heureuses là-dedans? Oui, tout à fait. Ce qui est une image que le monde ne se fait pas, on dirait. Non, en effet, c'est pas l'image qu'on fait, mais c'est pas l'image qu'on a véhiculée dans les médias non plus, dans les films. C'est malheureux, là, mais la réalité est tout autre. Là. Il y a des femmes qui le font par choix, par plaisir, parce qu'ils sont bien là-dedans, comme n'importe qui choisirait un autre métier. Puis il y a des femmes qui le font par nécessité, par obligation. Puis il y a des femmes qui le font sous forme d'exploitation sexuelle avec un proxénète en arrière qui ramasse la moitié du gain et, si on ne peut pas dire le 3/4, pour de la consommation, pour de la dépendance. Fait que, il y a plusieurs types de travailleurs du sexe, comme il y a plusieurs types, je veux dire, dans toutes les clientèles qu'on va rencontrer, il y a plusieurs types de personnes, mais c'est la même chose à ce niveau-là. Si on parle de VIH, est-ce qu'on a encore des préjugés vis-à-vis des gens qui sont infectés? Je me souviens, dans les années 80, on disait que c'était la maladie des hommes gays, là, ce qu'on sait très bien qui n'est pas le cas. Est-ce qu'il y a encore des mauvaises perceptions comme ça? Tout à fait. Il y a encore beaucoup de problèmes au niveau des droits aussi des personnes ayant le VIH. On travaille beaucoup, beaucoup en défense de droits. Ça fait encore très peur à des gens. C'est pas pour rien qu'il y a 2 ans, notre campagne au niveau de la Journée mondiale du sida, c'était « ça se pogne pas sur un bas de toilette ». Et oui, encore en 2019, on est encore obligé de le dire. Puis en 2021 aussi. Wow. C'est la réalité. Il y a encore des gens qui... Moi, j'ai commencé à travailler au bras il y a 3 ans, puis il y a quelqu'un qui me disait « ben t'as pas peur de le pogner ». Je suis comme... Il y a toute la démystification aussi de la prise de médication. La médication était très difficile il y a quelques années, elle est devenue plus facile. Et c'est aussi tout le phénomène qu'on appelle IEGALI, qui est indétectable égale intransmissible. Si tu prends tes médicaments régulièrement,
ben, à tous les jours, de façon observante, comme le médecin te le prescrit, que tu ne sautes pas de dose, que ça va bien, ta charge virale va devenir indétectable. Et si ta charge virale devient indétectable, tu vas devenir intransmissible sexuellement parlant. C'est-à-dire que si j'ai le VIH, je prends mes médicaments régulièrement, chaque jour, en observance, tout ça, je fais des tests, ma charge virale est indétectable au niveau sanguin. C'est-à-dire que je peux avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qui n'a pas le VIH et qui n'aura aucun danger de lui transmettre. Et ça, là, il y a encore des médecins qui s'ostinent là-dessus. Là, et pourtant, c'est documenté là, plus. Là. Ah, wow. Faut encore se débattre avec ça. Mais c'est peut-être aussi, je ne sais pas, moi, c'est une idée que j'ai, là, parce que nécessairement, je ne suis pas là-dedans comme toi, mais j'ai comme l'impression qu'on en parle moins. Ça se peut-tu? Parce que, ben oui, on en meurt moins, donc on en parle moins. Ben c'est ça, c'est ce que je pensais. J'ai dit peut-être que parce que là, ça se traite mieux, les choses ont changé, mais on en parle moins, mais je veux dire, c'est encore quand même présent. Ça ressemble à quoi le portrait, mettons, si on parle de la région, est-ce que c'est... Parce qu'il y a eu des époques où on parlait d'un fléau, là, aujourd'hui, c'est quoi le portrait? On parle d'environ 6 à 10 nouveaux cas par année, environ. En région? En région, ici, en Outaouais. Okay. Ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'il y a comme 3 grandes familles de personnes qui ont le VIH. Oui, effectivement, les hommes gays séropositifs. Tu as aussi tout le nouveau visage au niveau des personnes immigrantes qui arrivent avec le VIH, qui ont eu peu ou pas de services dans leur pays. Très souvent des communautés noires, africaines, caribéennes, qui arrivent ici en ayant le VIH, puis qu'il n'y a eu pas beaucoup de suivi. Ici, on redemande un suivi médical à ce niveau-là. Sinon, il y a tout l'autre côté, évidemment, là, des gens là, plus consommateurs de drogue là, injectables qui peuvent contracter le VIH à ce niveau-là. Puis le bras, vous êtes impliqué nécessairement là, de tout ce qui est la santé autour du VIH, mais aussi on voit vous impliquer au niveau de l'itinérance. Pourquoi? C'est quoi comme le lien entre les deux ou le pont? Ou qu'est-ce qui fait que vous êtes intéressé à cette cause-là aussi? Bien, c'est parce que la santé sexuelle, c'est aussi une réalité au niveau des personnes de la rue. C'est très difficile d'avoir une relation sexuelle protégée dans la rue. Fait que c'est sûr qu'on fait beaucoup de prévention à ce niveau-là. On fait de la population en général. Je pourrais te dire que j'ai un intervenant qui investit autant de temps à faire de la prévention dans les écoles secondaires au niveau de la sexualité que j'ai un intervenant qui investit autant de temps à faire de la prévention autour du JTMI puis de la Raynaud-Gartin. Fait que c'est juste que c'est juste plus visible. Mais puis, évidemment, quand on fait de la prévention dans une école secondaire, j'ai rarement un étudiant qui va me dire j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'un toit sur ma tête. Fait qu'il y a des problématiques connexes qui arrivent, qui se greffent à la santé sexuelle des gens de la rue. Quelqu'un qui a le VIH, qui arrive de X région, parce qu'on sait qu'en itinérance, les gens sont très nomades, ils se promènent beaucoup. Fait qu'il arrive, par exemple, de Montréal, il y a le VIH, il y a plus de médecin parce qu'il a laissé son suivi à Montréal, tout ça. Sa prescription achève. Fait que là, rapidement, il faut qu'on le mette en lien avec un médecin qui traite le VIH, c'est à Outaouais. Fait que c'est beaucoup dans toute cette circonstance-là qu'on va s'impliquer aussi en itinérance. Évidemment, tout ce qui est, le bras, c'est prévention, intervention en VIH et consommation sécuritaire. Mais quand on parle de consommation sécuritaire, on parle aussi qu'il y a beaucoup de gens de la rue, inévitablement, qui consomment. Fait que ça fait en sorte aussi qu'on va être impliqué au niveau de l'itinérance à cause de ça. Puis, parlons-en d'itinérance, nécessairement, puis je sais que tu es impliqué à toutes sortes de dossiers là, à ce niveau-là. Ça a été quoi ta réaction quand le gouvernement a annoncé un couvre-feu? Je vais te dire la mienne tout de suite, puis je suis même pas impliqué en itinérance, tu sais, puis tout de suite j'ai pensé, OK, mais les itinérants vont faire... Quand tu es sans-abri, c'est quoi? Tu peux pas rentrer chez toi. Tu fais quoi? Fait à ce moment-là, ça a été quoi ta réaction? Ben, c'est de rire un peu au message de M. Legault qui disait qu'il y avait de la place pour tout le monde à l'intérieur. J'ai trouvé ça très drôle. C'est quoi la réalité, si on corrige les dires de M. Legault? Ben, une place à l'intérieur, c'est quoi? Une place à l'intérieur, présentement, en Outaouais, c'est le JTMI, c'est la Raynaud-Robert-Gartin, c'est le de chaleur.
Une place à l'intérieur dans une halte chaleur. Par exemple, que le Jutami est plein, l'Aréna Gartin est plein, donc il faut que tu ailles à la halte chaleur parce que c'est le couvre-feu, il est 8h15 puis tu ne peux pas rester dehors. Tu arrives à la halte chaleur, une vingtaine de personnes, puis il faut que tu passes la nuit là, assis à une table sur une chaise pliante en plastique. C'est ça, avoir une place. OK. Moi, j'appelle pas ça avoir une place. Et si tu veux dormir, il faut que tu dormes par terre à même le plancher de béton. Wow. Fait que pour moi, avoir une place, c'est pas ça. Fait que là, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait en sorte que pour oublier je vais être un peu vulgaire, mais pour oublier la haine dans laquelle je vis, je vais consommer pour oublier ça, parce que ça n'a pas de sens ce que je vis présentement. Je vais me mettre à faire du travail du sexe, de la prostitution, parce que là, rendu là, on n'a plus ça du travail du sexe, mais plus de la prostitution, pour être capable d'avoir une place pendant une nuit de temps chez quelqu'un qui va m'héberger en échange de relations sexuelles. Ou pour combler son besoin de consommer, j'imagine aussi. Bien, exactement. Fait que, tu vois l'espèce de cercle. Fait que quand on me dit mais pourquoi le bras s'implique en itinérance, là, parce que la fille qui va faire du travail du sexe pour avoir un lit en échange d'une nuit, là, ça a bien. La même chose au niveau de la consommation sécuritaire. Fait que c'est un peu ça là, moi, je dis que les haltes chaleur sont un mal nécessaire. On ne veut pas que personne meure de froid, c'est sûr et certain. En même temps, est-ce qu'on répond à un besoin? J'ai des sérieux doutes, à part de se réchauffer. Là. Je veux dire, on aide personne à se rétablir. On aide personne à aller mieux dans une halte chaleur. On fait juste prévenir que personne meurt. On va se le dire, c'est vraiment cette réalité-là. Puis, tu sais, je peux aller plus loin, là, je veux dire, comment tu veux te rétablir en dormant sur une patinoire dans un lit de cadre armé avec des rideaux de tissu à 59 personnes dans la même bâtisse qui ont des problèmes de consommation, de santé mentale, de santé sexuelle, de santé globale. Ça peut être difficile. En pleine crise du logement, ça peut être aussi très difficile. Puis, tu semblais dire que des grands endroits, c'était pas propice pour... Moi, je ne crois pas. Mais ça, pourquoi? Plus on rassemble de gens ensemble qui ne vont pas bien, plus c'est difficile à gérer. Plus c'est difficile à changer des comportements parce qu'il y a de l'inter-influence, veut pas. Pour moi, ça ne fait pas beaucoup de sens de 59 personnes ensemble. Puis le modèle du gîte l'a démontré. J'en parlais justement avec Mme Paradis cet après-midi. Ce qu'elle me disait, c'est que le gîte a passé de 60 lits à 40 lits à cause de la pandémie. Donc, présentement, chaque usager a sa chambre individuelle avec une porte. Okay. Pendant la pandémie, les gens devaient quitter à 10h30, 11h le matin là, pour vaguer à leur journée, puis ils pouvaient juste revenir à partir de 4h. Là, maintenant, les gens peuvent rester à l'intérieur. Ils peuvent aller dormir dans l'après-midi s'ils ont besoin de se reposer. Il n'y a pas besoin de quitter. Il n'y a plus de maximum de jours qu'ils peuvent passer là. Mais depuis ce temps-là, au gîte, il y a beaucoup moins de crises. L'atmosphère est beaucoup plus plaisante et paisible. Okay. On voit vraiment une différence à ce niveau-là. Fait que juste là, on est passé de 60 à 40, puis on a déjà vu une amélioration. Puis moi, on le vit avec la Maison des Oliviers. La Maison des Oliviers, où est-ce qu'on accueille des gens qui ont le VIH et ou l'hépatite C, c'est des gens souvent qui arrivent de la rue ou proches de la rue. Ils ont arrêté pas loin d'être sur le bord d'aller au gîte. Fait qu'ils arrivent à la Maison des Oliviers, où est-ce qu'on a 7 résidents. 7 résidents qui réapprennent à vivre avec un toit sur la tête, à payer un loyer, à faire des tâches. C'est à petite échelle où est-ce que l'intervenant a le temps de créer des liens avec chacune des personnes. Moins de gens, moins de risques d'explosion, moins de risques de chicane, moins de risques de conflit, moins de risques de violence. On va en parler parce que c'est ce qu'on parle ces jours-ci dans les médias, mais c'est quand même cette réalité-là. Fait que pour moi, les modèles plus petits sont beaucoup plus gagnants que d'offrir des modèles très gros. Je dis tout le temps, vous voulez offrir de l'hébergement transitoire. Je suis sur un comité avec le gîte, 12 maximum. J'ai travaillé dans une ressource d'hébergement pour jeunes à 8 et j'ai travaillé dans une ressource d'hébergement pour jeunes à 16. Vous voyez déjà la différence. Là. C'est sûr qu'au niveau économique, ça coûte pas mal moins cher de gérer un édifice comme Gartin à la même place, tout le monde en même temps.
ça coûterait pas mal plus cher de louer 10 maisons puis en mettre 6 usagers par maison, puis avec des intervenants dans chacune des maisons, ça coûterait une fortune à court terme. Selon moi, je serais curieuse d'étudier à long terme le phénomène. Tu penses qu'on y verrait quoi? Moi, je pense qu'on verrait des changements durables chez les gens. Présentement, on veut sortir les gens de l'itinérance en 3 mois dans un programme X, en 4 mois dans un programme Y. Ça ne marche pas. Ça fait trop longtemps que ces gens-là sont là. Ça prend un soutien constant. Ça prend une philosophie d'intervention très axée sur la résilience des gens, sur la capacité, sur les forces des gens. Si tu n'as pas le temps d'apprendre à connaître les gens, tu ne vas pas développer ces forces-là chez les gens. Je pense à un résident présentement qui tripe sur le hockey. Ben, on lui a permis de faire une patinoire dans la cour arrière. Fait qu'il fait une patinoire, puis là, c'est drôle parce que le soir, il nous envoie des photos de sa patinoire, comme elle est belle, tout ça. Il y a une fierté, son estime de soi grandit. Ben, puis on demande de lui hier. Puis on se dit, hey, c'est la première fois que ce gars-là, ça fait plus qu'un an qu'il reste à la même place. Il n'a jamais vécu ça dans sa vie. Wow. Mais ça a été difficile, là, l'été passé, il me disait, hey, j'ai le goût de m'en aller, mais ça, je prendrais une tente, puis je partirais dans le bois, puis je garde. Vas-y une couple de jours en camping, ça va te faire du bien. C'est correct, tu peux découcher, il n'y a pas de problème. Ah, OK. Fait que, tu vois, là, c'est de s'adapter à chacune des personnes, à chacun des gens qu'on rencontre. Pour un autre, ça va être de me dire, j'aurais le goût qu'on aille au cinéma, tout le monde ensemble, on se fait une activité. OK, parfait. Puis, tu sais, je me rappelle un gars qui me dit, hey, je pense que ça fait comme 10 ans que je suis pas allé au cinéma. Dans le fond, c'est parce qu'on dit avec des humains, c'est une question de s'adapter à chacune des personnes qui sont nécessairement différentes. Là. C'est ça. Puis c'est difficile de s'adapter dans un environnement de 60. Ben c'est ça. Puis j'imagine, là, quand tu as un plus petit groupe, ben, tu dilues moins tes ressources d'intervention. On va continuer, Annie, si tu veux bien. Je vais juste prendre quelques secondes pour dire merci à tous ceux qui nous ont écoutés via Ma TV Outaouais ou sur la version courte à TVC Basse-Lièvre. J'invite à vous rendre sur notre site tvc.qc.ca ou encore sur notre chaîne YouTube de TVC Basse-Lièvre. Aussi, l'informel est disponible en balado-diffusion. On est sur Apple Podcasts, Spotify ou aussi sur SoundCloud. Vous pouvez nous emmener avec vous autres sur la route avec votre podcast. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Donc, oui, c'est ça. Fait que les ressources que tu as, dans le fond, dans un petit centre, ce que j'en comprends, c'est que tu peux c'est-à-dire tu peux mieux rendre ton service parce que tu dilues moins tes ressources avec un plus petit groupe. Ben, oui, entre autres, puis tu as le temps de connaître les gens. J'ai appris qu'en intervention, là, si tu n'apprends pas à connaître ton monde, ben, tu n'arriveras pas à grand-chose. Parce que dans le fond, il faut le dire, puis quand j'avais reçu Ben Leblanc, on en avait parlé, l'itinérance, là, à la base, de ce que j'en comprends, puis je veux t'entendre là-dessus, c'est pas juste un problème d'un toit au-dessus de la tête, c'est un problème, des problèmes psychologiques, des problèmes de consommation. Ah, c'est au-delà de ça. OK. C'est au-delà de ça, c'est des jeunes qui ont vécu des parcours d'institutionnalisation dans les centres jeunesse. C'est des adultes qui ont vécu une épreuve puis qui n'ont pas pu avoir les services à temps. C'est tellement au-delà de juste consommation, santé mentale. Je m'en cache pas, là, j'ai un conjoint qui a fait une dépression et j'ai été presque chanceuse d'avoir été inondée, fait que il a pu passer par-dessus la liste d'attente du CLSC pour avoir des services. OK. Présentement, si tu as un problème de santé mentale, ben, tu as au moins, comme adulte, tu as au moins 1 an et demi d'attente. Dépression, tu as le temps de faire des ravages. Ta conjointe a le temps de te laisser, tu as le temps de perdre ta maison, tu as le temps de développer une dépendance, tu as le temps de ton travail. Une couple de fois, perdre ta job, ben, c'est ça. Fait que, tu sais, pour moi, c'est au-delà de juste un problème de santé mentale. On a un problème profond de... Présentement, on ne travaille pas en prévention, on travaille juste en cure. Mais on a oublié la prévention, malheureusement. Puis, si on veut que la roue arrête, il va falloir qu'on fasse la prévention, on n'aura pas le choix. Fait que, tu sais, un homme qui... on parle de femmes victimes de violence qui ont parlé cet après-midi en réunion, où est-ce qu'il manque de place dans les refuges pour femmes victimes de violence. Où est-ce que là, présentement, ben, on loue des chambres d'hôtel à certaines femmes parce que là, c'est vraiment rock'n'roll ce qu'elles vivent, tout ça. OK, mais
reçoivent pas nécessairement plus d'aide psychologique quand elles sont dans cette chambre-là, pas nécessairement. Fait que pour moi, c'est au-delà de juste le problème actuel de consommation ou le problème actuel de santé mentale. Si on ne commence pas à faire de la prévention avant, on ne va jamais régler le problème plus tard. Si on ne regarde pas ce qui se passe, la Commission Laurent est là pour ce qui se passe en centre jeunesse, à la protection de la jeunesse, il va falloir faire des changements majeurs là si on ne veut pas que 42 % des jeunes qui sont dans le centre jeunesse se retrouvent en épisode d'itinérance à passer leurs 18 ans. Pour moi, je vois à l'Aréna Gartin régulièrement, j'ai travaillé 18 ans en jeunesse, le nombre de jeunes que j'ai connus, que je rencontre, qui sont là, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de correct? Là? Et inclus là-dedans, là, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait de correct. Je veux dire, on a donné des services à ces enfants-là pendant 5, 10, 15 ans et ils se retrouvent quand même en épisode d'itinérance. Est-ce que c'est changement de TS régulier, placement par-dessus placement, par-dessus placement? Il y a plein d'hypothèses, mais je pense qu'il va falloir que si on veut que la société aille mieux, de se pencher là-dessus, d'enlever un petit peu de regard sur notre nombril, puis de regarder ce qui va moins bien, puis de s'investir davantage à ce que ça aille mieux. Puis pas juste dans guérir le problème, mais aussi d'en prévenir le problème. Non, définitivement aller à la base. Mais est-ce que, pour aller à la base, justement, tu sais, toi, on t'entend, on sait que tu as le nez dedans depuis longtemps. Tu es là, tu vois les vrais problèmes dans la communauté. Est-ce que tu sens qu'il y a une... Parce que moi, je perçois ça des fois, je trouve, là, parce que nécessairement, on couvre beaucoup les organismes communautaires ici, là, que souvent, les gouvernements sont pas à l'affût de ce que c'est la réalité, au plancher des vaches, comme on dit. Non, pas tout le temps. Des fois, on ne nous écoute pas beaucoup. Des fois, il y a une volonté, des je ne sais pas comment les appeler, les chefs intermédiaires, mais quand ça monte plus haut, il y a moins de volonté. On marche avec un système politique qu'on change aux 4 ans. Fait qu'il faut qu'on soit performant pendant 4 ans, puis après 4 ans, ce ne sera peut-être pas nous autres. Fait que ça ne sera pas si grave que ça si ça ne marche pas dans 4 ans. Moi, je le sens comme ça parfois. C'est pas le cas de tous les politiciens. Il y a des bons politiciens engagés. Mais, tu sais, c'est ça. Quand j'entends, on va le faire là présentement, dans l'espace de 3 mois, ben, quand la personne, ça fait 3 ans qu'elle vient en tente, 3 mois, c'est pas pour apprendre à vivre en appartement. Mais puis je dis pas ça pour critiquer nécessairement, mais mon point aussi, c'est que j'ai l'impression c'est pas un manque de volonté nécessairement, c'est comme juste un manque de savoir. Tu sais, je me dis, si toi, dans ta vie, t'es dans une famille qui va super bien, t'as gradué, je sais pas, puis t'es devenu avocat ou whatever, t'as pas connu, tu sais même pas c'est quoi la réalité de quelqu'un qui est obligé d'aller à la banque alimentaire, par exemple, ou que tes parents t'ont mis à la rue de bonne heure, puis t'es itinérant depuis l'âge de 16 ans, mettons, tu sais. Oui, il y a beaucoup d'ignorance, il y a beaucoup de préjugés, de stigmatisation véhiculés qui, inévitablement, vont engendrer de la peur, des préjugés, de la crainte. Il y a beaucoup d'organismes qui cherchent des bénévoles. Nous, au Bras, ça fait des mois que je me cherche juste des voitureurs pour accompagner des gens qui ont le VIH à leurs rendez-vous médicaux. Là. Je ne demande pas d'accompagner du monde qui sont désorganisés, en santé mentale difficile et tout le kit. Là. Juste de se rendre du point A au point B, puis je te paye ton kilométrage, puis je trouve pas. Wow. Mais ça semble quelque chose de généralisé aussi là, dans les organismes communautaires. C'est de plus en plus difficile là, d'avoir des gens impliqués. J'ai vu que vous en cherchiez d'ailleurs pour les haltes chaleur. Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que vous avez assez de personnel? Est-ce que ça roule correct? Ou... J'ai la chance que dans ma deuxième vie, j'enseigne à la cité collégiale et au collège universitaire. Fait que les étudiants. Fait que je leur dis, hey, t'as pas envie d'avoir de l'expérience avant de graduer? Ça te tente-tu? J'ai spot, entre guillemets, dans la classe. Je me dis, lui ou elle pourrait être bonne en itinérance. Fait que c'est sûr que, je vais aller vers ça. Mais tu sais, embaucher des jeunes alternants, c'est le fun, mais c'est tout un défi de soutien clinique. Il y en a qui me disent aujourd'hui, il me semble que tu as l'air cerné. Ouais, c'est parce que la nuit, pas celle qui vient de passer, la celle d'avant, j'ai été appelée 4 fois aux 2 heures. Fait que j'ai pas beaucoup dormi dans ma nuit.
Mais c'est correct, c'est des jeunes intervenants qui commencent et ont besoin de ce soutien-là. Quand tu as une madame de 45 ans qui se désorganise, puis parce qu'elle veut absolument que tu lui donnes une cigarette, puis elle se met tout nu devant toi, ben, c'est un petit peu déstabilisant quand tu as 20 ans et tu commences. Fait que, qu'est-ce que je fais? Je vais appeler Annie. Fait que c'est cette réalité-là aussi, tu sais. On manque de personnel partout. Là. Je veux dire, c'est pas juste au McDonald's qu'on a la misère à flipper le burger. Là. Je veux dire, dans le milieu de l'intervention aussi, on manque de personnel. Mais tu sais, les gens qu'on a avec qui je travaille, honnêtement, là, sont dévoués plus. En fin de semaine, justement, avec toutes les situations qui étaient arrivées, on avait décidé d'ajouter un intervenant sur nos corps de travail. J'ai fait appeler à l'équipe qui a envie de rentrer travailler. Même si vous avez fait votre semaine, puis tout le monde a répondu à l'appel. C'est vraiment pas un problème à ce niveau-là. Mais ça demande beaucoup de supervision. C'est des jeunes équipes, des équipes qui commencent. C'est difficile aussi de travailler avec l'impuissance. Avant Noël, j'ai offert une formation aux employés là, sur comment prendre soin de soi comme intervenant parce que je sentais l'équipe un peu à bout de souffle. Okay. Puis pour moi, c'est important que quand tu rentres travailler, tu sois prêt à affronter ce qui s'en vient, puis tu ne sais jamais ce qui va arriver parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer à 9h05 quand tu ouvres la porte. Fait que ça demande, oui, beaucoup de soutien clinique, beaucoup de support, d'encouragement. Ça prend des équipes solides là, pour faire face à l'impuissance dans laquelle on se retrouve. Je pense à Sainte-Soire quand j'étais à la halte chaleur où est-ce qu'il y a un monsieur qui se tapait la tête dans le mur, mais tapé là, incroyablement. Puis que le 811 te dit, malheureusement, on ne peut pas lui donner une hospitalisation parce qu'il ne se met pas en danger. OK. Je trouve ça un petit peu se mettre en danger, se taper la tête de même, là, mais ça, c'est chacun son opinion. Fait que ça, c'est difficile, je te dirais, à ce niveau-là, de travailler avec l'impuissance parce que si tu te sens impuissant carrément, face à ça. Là. Mais justement, face à ça, est-ce que les gens restent? Est-ce que les intervenants sont capables de faire ce travail-là pendant une bonne période de temps ou à un moment donné, ça devient trop dur de voir ces choses-là, puis ils quittent, puis ils passent à autre chose? Ben là, je peux difficilement te le dire pour la halte chaleur parce qu'on s'entend nous. Je parle en général, mettons, tu sais, les intervenants. Mais en général, oui, écoute, au bras, là, j'ai des gens qui sont ici depuis plus de 10 ans. Ah, bon, c'est bien. Fait que c'est bien, mais ça dépend tout le temps de ce que tu offres aussi à tes employés. Le support que tu leur donnes. Parce qu'on ne peut pas rivaliser au niveau salarial avec le 6, par exemple. Je dis tout le temps, si je travaillais au 6, je serais millionnaire. Mais si je compare à maintenant, où est-ce que le salaire d'un travailleur social avoisine le 40 de l'heure, puis ici, on arrive à peine à donner un 20 de l'heure. Mais c'est tout le reste, c'est l'accompagnement, le support. Là, ma porte de bureau est fermée présentement, puis tantôt, j'ai entendu quelqu'un l'ouvrir parce que d'habitude, elle n'est jamais fermée. Fait que c'est ça, c'est le support que tu vas amener à tes employés. Des moyens aussi, à un moment donné, les travailleurs de rue me disaient, Annie, on est tanné de faire la file à Mandeville pour avoir des dépannages alimentaires. On peut-tu avoir comme quelque chose ici pour nous aider? Ben là, on s'est retourné vers Moisson. Moisson, tu peux nous donner un petit peu plus de bouffe, au moins du canage, pour qu'on puisse offrir un peu de canage rapidement, là, sans avoir à faire une file d'attente à Amande de Lille. Ah, ben oui, OK, parfait. Ben, depuis ce temps-là, on est capable d'avoir du petit dépannage, j'appelle ça de comptoir, là, mais que ça se passe rapidement. Pas de viande, pas rien, mais du rapide qui peut dépanner une canne de sauce aux tomates avec des pâtes alimentaires. Tu vois, tout ça, ça enlève l'espèce de lourdeur de faire « OK, je vais aller faire la file à Mandeville pour avoir un panier pour mon usageur qui ne peut pas se déplacer, X, Y, Z. » C'est de trouver aussi, de répondre à leurs besoins. Pour moi, c'est important aussi qu'il y ait une somme d'argent de rue par semaine pour payer un café à quelqu'un, payer le nombre de cigarettes qu'ils peuvent donner dans la journée. Fait qu'ils ont 20 $ par semaine qui font ce qu'ils veulent avec, dans le sens que je n'ai pas besoin de facture pour ce montant-là. Une fois par saison, par 2 saisons, on leur offre soit des bottes, soit un manteau d'hiver, soit des souliers de marche, parce qu'on sait qu'on marche beaucoup en travail de rue. Fait que on essaie de donner des conditions autres qu'on ne peut pas offrir au niveau salarial là, pour que les gens restent davantage. De défendre aussi leurs droits, de défendre le droit des usagers avec lesquels ils travaillent, pour eux, c'est très important. Fait que c'est ce qui fait que les gens restent. Là. Ah, mais c'est good, c'est bon à entendre, parce que j'aurais pu imaginer que ça peut être difficile.
je fais un parallèle un peu. On entend, mettons, les enseignants, ils ont de la difficulté à les garder dans les écoles parce que c'est difficile, ça demande beaucoup de temps de travail, puis c'est dur psychologiquement. Je vais revenir sur le couvre-feu maintenant que ça a été retourné. Là, ils ont des exemptions maintenant pour les personnes sans abri. Est-ce que la situation est mieux? Est-ce que ça enlève un stress aux gens de la rue de ne pas être à la guet de bon, je regarde ce que autour de moi tout le temps, moi s'il y a des policiers qui me verraient ou... Ben, je dirais que sont toutes nouvelles, fraîchement arrivées. Aujourd'hui, on a eu des cartes qui ont été faites par la santé publique pour que les gens puissent se déplacer dans les services essentiels, soit d'aller à l'Aréna Gartin, dans les haltes chaleur, au site de prévention des surdoses. Fait qu'on va donner ces cartes-là qui sont numérotées. C'est pas tout le monde qui va pouvoir en avoir une. Elles sont numérotées, puis les gens vont pouvoir se déplacer, puis s'ils sont interceptés par un policier en disant je m'en vais dans un service essentiel. Pas nécessairement dire lequel, parce que si tu en vas au site de prévention des surdoses, ça suppose que tu as de la drogue dans tes poches. Mais ça va comme aider le policier justement à prendre une meilleure décision à ce niveau-là. OK. Une chose qui peut être surprenante, c'est que, puis tu écrivais là-dessus sur ton Facebook que j'ai vu, c'est que les sans-abri, des fois, ils vont s'exclure eux-mêmes d'aller chercher les services ou d'aller dans un gîte. Pourquoi? C'est quoi qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on refuse eux-mêmes? Il y a plein de raisons. Des fois, tu ne veux pas aller au gîte parce que tu as un chien, parce que le chien n'est pas admis. Okay. Des fois, tu veux aller au gîte parce que tu es avec ta conjointe et tu ne veux pas être dans la même chambre. Des fois, tu ne veux pas aller dans une ressource d'hébergement parce que tu as un problème de santé mentale, puis par exemple de schizophrénie, puis tes voix dans un endroit restreint, dans un endroit clos, c'est encore pire. J'ai vu des femmes ne pas vouloir aller dans une ressource d'hébergement parce que leur ancien conjoint était là puis il y avait peur de la violence qu'ils pouvaient leur faire subir. Des gens qui ont de la difficulté à respecter certaines règles aussi de base. Là. Fait que c'est tellement varié les raisons pour lesquelles certains ne veulent pas aller en refuge. C'est vaste. C'est pas pour rien qu'à la halte chaleur de Hull, on a décidé d'accepter les animaux. On a eu des cages fournies par la SPCA pour que les gens qui avaient des chiens et des chats puissent venir quand même se réchauffer là, à ce niveau-là. Okay. C'est adapté à cette réalité-là. Il y a eu, on a un petit peu effleuré le sujet tantôt, mais il y a eu des événements qui ont fait les médias là, concernant la violence dans les gîtes. Mais ton commentaire suite à la publication de ces articles-là, c'était que on ne peignait pas un vrai portrait de ce que c'était. C'est quoi le vrai portrait? Bien, on peut pas parler de violence, là, mais comme mes collègues disaient, c'est pas nouveau la violence en itinérance. Je ne comprends pas pourquoi on en fait tout un plat. Là. C'est une réalité qui est constante. C'est malheureux, puis on aimerait ça dire que c'est pas le cas, mais ça arrive. C'est pas le cas tout le temps non plus. Le problème, c'est que j'aurais aimé ça qu'on décrit pourquoi on en est rendu là. Bien, parce qu'il manque de services spécialisés en itinérance pour la santé mentale. Pas juste pour la santé mentale, mais pour la santé mentale en itinérance. C'est très différent. Quelqu'un qui a son logement, qui a un diagnostic de schizophrénie, qui prend ses médications régulièrement, puis que l'intervenant, il va une fois par semaine, bien, je ne veux pas être plate, là, il va être beaucoup plus stable que celui qui vit en gîte ou en ressources d'hébergement pour itinérants. Ouais, on parle de quelqu'un que ses besoins de base sont quand même comblés, il vit d'une détresse, mais qui n'est pas la même que quelqu'un que ses besoins de base ne sont pas... Oui, puis pour moi, là, tu sais, au lieu de parler de la violence, décrions ça. Décrions aussi le fait qu'en Outaouais, si je veux avoir des services en toxicomanie qui vont au-delà de 3 à 6 semaines, il faut absolument que je change de région. Si ça fait 10 ans que je consomme des opioïdes, là, ça se peut que 3 à 6 semaines au CRDO, ça ne soit pas assez. J'ai besoin d'une thérapie de 6 mois, comme il y a à Portage ou à peu importe quel centre de désintox dans d'autres régions. Mais comment ça se fait, de thérapie, je devrais dire, comment ça se fait qu'en Outaouais, on n'a pas ça? Il n'y a aucun centre de thérapie ici en Outaouais, mis à part le CRDO. Et je dis que le CRDO ne fait pas une bonne job, mais ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Donc, pour moi, c'est questionnant à ce niveau-là. Puis, la crise va au-delà de la crise du logement. Oui, la crise du logement, il manque de logement, mais il manque aussi de gens pour... Tu sais, j'en ai des gens qui sont présentement en logement, qui sont en train de perdre leur logement parce qu'il n'y avait pas d'aide de soutien au logement.
parce qu'ils ont besoin d'aide les premières années pour faire un budget, respecter le budget surtout, pour faire leur épicerie, pour apprendre à faire le ménage. J'ai travaillé en itinérance jeunesse, là, je disais tout le temps, j'ai passé plus souvent le balai dans ma vie que j'ai fait de plans d'intervention avec des jeunes. Montrer comment faire le ménage d'une chambre, là, ben, il y en a à qui il faut le montrer à 50 ans quand ils retournent en appartement, puis ça fait 20 ans qu'ils vivent dans un gîte. Diminuer l'accumulation compulsive. Beaucoup de personnes qui vivent dans la rue, quand ils vont se trouver un appartement, vont faire de l'accumulation compulsive, vont faire en sorte qu'ils vont perdre leur logement. De payer leur loyer à temps, de se faire à manger, d'aller à l'épicerie. Mais ça, là, tu as bien beau avoir un toit sur la tête, si tu n'as pas un intervenant pour t'aider à le faire, ben, tu vas le perdre, ton logement. Fait que, tu sais, quand on parle il manque de logement, là, moi, je dis tout le temps, il manque de logement et de soutien communautaire en logement. Puis, pas du soutien communautaire une fois par mois. Ça prend du soutien communautaire hebdomadairement, minimalement, une fois par semaine. Minimal. Parce que très souvent, il y a comme le choc des 4 murs. Ça fait 10 ans que tu vis en centre d'hébergement, en tente, dehors. Te retrouver en dedans, là, c'est un choc. Là. Fait qu'il faut que quelqu'un t'aide à apprivoiser ça. Il faut aussi que, comme intervenant, tu sensibilises le voisin, le concierge, tout ça, que ça se peut qu'il y ait des soirs que ça aille moins bien. Appelle-moi avant de faire une plainte. Je vais peut-être passer de voir. Fait que c'est un peu ça. Pour moi, c'est pas juste une crise du logement, mais c'est aussi une crise de soutien communautaire en logement qui manque. C'est toutes des choses que, selon moi, il va falloir comme se pencher là-dessus. Puis, ben oui, on parle de violence, mais on parle pas aussi qu'il y a des beaux moments. Il y a des de fun aussi. Il y a des coups de réussite, là, littéralement. Là. C'est ça. Ou est-ce que quelqu'un se trouve en logement, ou est-ce que quelqu'un me dit « Hey, ça fait 3 mois que je suis dans le même logement. » Ou quelqu'un qui vient à la halte chaleur qui dit « Hey, ta soupe est vraiment bonne, ça me fait vraiment du bien. Hey, je peux dormir à soir, j'ai mangé à ma faim. » Ben, pour moi, c'est aussi des beaux moments, même si on est dans une misère incroyable. Fait que je trouve ça dommage qu'on n'ait pas ce côté-là qui ne soit pas nommé, dit, qu'on a des intervenants qui sont passionnés, qui trippent sur leur job, qui vont rester passer minuit parce que ça brasse un peu puis veulent aider leurs collègues, qui vont jaser avec la personne dans le parking en s'en allant à leur auto parce qu'elle a quelque chose à leur dire de super important. Fait que, tu sais, regardons pas tout le temps ce qui va juste mal, mais qu'il y a aussi des belles affaires qui se passent. Puis pour revenir aux intervenants aussi, c'est-à-dire pour revenir aux gens qui essaient de s'en sortir, là, quand il s'agit d'aller retrouver un emploi, par exemple, j'imagine qu'ils doivent faire face à plein d'embûches, entre autres de jugements au niveau des employeurs. Là, ça ne doit pas être nécessairement facile là. Puis des intervenants, j'imagine qu'ils doivent aider aussi à faire le lien entre les deux? Oui, les trous dans les CV, c'est pas facile. Là. Quand ça fait 10 ans qu'il n'y a rien dans ton CV. Tu dis à l'employeur. Fait que de où l'importance d'avoir des ressources d'aide de retour à l'emploi. Tu sais, il y a Option Femmes Emploi, il y a la Carrefour Jeunesse Emploi qui peut donner un coup de main, il y a la relance. Il y a quand même des organismes en employabilité qui peuvent donner un coup de main à ce niveau-là. Puis, ben oui, ça prend, je pense aussi au centre de placement spécialisé du portage pour les gens qui ont un dossier criminel. Fait que ça prend de l'aide à ce niveau-là, comme ça prend de l'aide en soutien communautaire en logement. À la fin de la journée, là, tu vas me dire ça finit jamais, là, parce que tu es au téléphone à 10h du matin, mais... J'essaie, des fois que ça finisse, mon chum aime même moins ça, Marie. Ou ne serait-ce, je ne sais pas, mais certains moments où dans l'équipe, vous asseyez, vous discutez, est-ce que vous avez la chance d'avoir des moments où vous êtes satisfait de votre travail, est-ce que vous sentez que vous faites une différence? Ah oui, c'est important. Parce que sinon, on ne ferait plus ce job-là. J'imagine. On a des moments de découragement, mais on a aussi des moments de rire, de faire comme moi. As-tu vu un tel aujourd'hui me conter telle affaire? C'est tellement drôle. Je suis allée mener un dépannage alimentaire chez tel monsieur, puis il était super content parce que il y avait eu du câble. C'est ça, à midi, là, j'ai quelqu'un qui me dit ça. Fernand, travailleur de rue chez nous, il disait hey, je m'en vais porter un dépannage à X, il est super content, il a eu le câble, là, il est vraiment heureux, il a mettre ça dans son budget, puis tout le kit. Wow, ce monsieur-là, il y a un an, il vivait au gîte, tu sais.
Fait que, tu sais, il y a des beaux moments qu'il faut aussi s'en réjouir parce que sinon, on ne ferait pas ce job-là, ça, c'est sûr et certain. Mon plus beau cadeau, c'est un peu ambivalent. Je suis à Guertin, puis j'ai quelqu'un qui me dit Annie, puis là, je me retourne de bord, puis là, je suis comme pas certaine. Puis il me dit Tu me reconnais pas? Ben, ton visage me dit quelque chose. Tu sais, je suis connue, il avait 9 ans, il a grandi. Puis là, il était à Guertin, fait que le cœur me fait en deux. Je me dis Oh my God, ça se peut pas, tu sais, je veux dire, il reste pas ici. Tu restes ici, il dit Ouais. Il dit Ben, c'est un moment difficile, là, mais tu sais, là, il dit J'ai un suivi avec une telle, puis je veux pas rester ici, puis il disait, je suis content de t'avoir vu. Puis il dit, je me rappelle quand on a fait telle activité, quand on était ensemble à Vallée-Jeunesse, nanana. Ben, je me disais, oui, c'est triste qu'il soit là, mais en même temps qu'il se rappelle de moi, qu'il se rappelle qu'il avait eu du plaisir quand il a fait ça, ben, c'est aussi ma paye, là. Ah, c'est cool, ça. J'avais posé la question à Ben quand il était venu à l'émission, Ben Leblanc, de l'Itinéraire Zéro. Et puis, on dirait que c'est un peu ce que tout le monde se dit là, quand on marche dans la rue et on croise un itinérant ou quelqu'un vient nous demander de l'argent ou vient nous quêter quelque chose. As-tu un conseil que tu peux donner? Parce qu'on dirait que pour bien des gens, on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas quoi faire, on les ignore, on fait semblant de ne pas les entendre. C'est quoi la meilleure chose à faire? Moi, je dirais, les ignorer, c'est comme vraiment impoli à la base. C'est un manque de respect total. Après ça, si tu donnes ou si tu donnes pas. C'est ça, c'est la question. J'ai plein d'étudiants qui me posent cette question-là, puis je leur dis, bien, fais donc ce que tu as envie de faire. La seule chose, c'est qu'une fois que tu l'as donné, ça te regarde depuis ce qu'il va faire avec. C'est clair. Fait que, tu sais, si la personne te dit, t'as-tu 2 piastres pour que je m'achète un café, puis que finalement, c'est pas pour ça qu'elle va se faire, ça va utiliser le ton 2 piastres, tu as décidé de donner. À toi, il t'appartient pas, ce qu'il va faire avec, tu n'as pas à juger. Est-ce que c'est mieux de donner à un organisme que de donner à un itinérant? Tu as envie de donner, donne à la personne ou à l'organisme que ça te tente. Là. Rendu là, c'est pas ton 2 piastres qui va faire plus mal ou moins mal. Moi, je ne veux pas dire donner à un organisme à la place, parce qu'il y a des gens qui font de la quête sur le bord de la rue qui sont vraiment, vraiment... C'est comme un travail pour eux. Là. J'ai un monsieur qui me dit, moi, il dit, quand je quête, là, les gens dans les autos, c'est mes clients. Là. C'est comme, je fais du service à la clientèle. Là. Pour lui, c'est important de dire bonjour, merci, nanana. Fait que, tu sais, je suis qui, moi, pour aller dire aux gens, donnez-y pas d'argent. C'est une bonne idée. Mais donne, mais n'aie pas d'attente face à ce que tu as donné et juge pas de ce que la personne va faire avec ton 2 piastres. Tu n'as pas envie de donner d'argent parce que tu as peur qu'ils boivent, qu'ils consomment. Amène-y un Subway. Mais sois pas... Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de nourriture à donner, ben sois au moins honnête d'y faire un bonjour, puis au lieu de comme te promener comme ça, puis de faire semblant que tu ne le vois pas. Là. C'est juste une question de respect. Tu croises quelqu'un dans la porte d'un centre d'achat, puis il te fait un signe de tête, tu vas lui faire un signe de tête, ben ça devrait être la même chose. Une dernière question pour toi, Annie, pour ça je te laisse aller. À chaque fois que j'ai parlé avec quelqu'un qui s'occupait d'un OSBL, on disait que la situation présentement avec la pandémie faisait en sorte qu'on se rend compte à quel point on en a besoin des organismes communautaires. Puis, beaucoup sont optimistes, c'est-à-dire que je pense qu'après ça, on va un peu peut-être moins les oublier, on va peut-être mieux les subventionner, on va peut-être être plus présent pour les tenir à aller. Est-ce que tu as cette impression-là, toi, de ton côté? Hey, tu me les présenteras, c'est là qui sont ils vont me faire du bien. Ben, j'en ai parlé avec Chantal. Chantal, tu la connais bien, Chantal de la zone de la famille. Elle, son avis, c'était ça. Ouais, ben... J'ai peut-être pas le même avis. Avec elle. J'ai tout le temps tendance à dire qu'on est un peu le cheap labor du gouvernement, du ministère, des CIS. On coûte pas cher, on a beaucoup de cœur à l'ouvrage. Mais je pense qu'ils vont s'être rendus compte qu'on a une raison d'être et qu'on est important. Mais on a encore des luttes à gagner, on a encore des batailles à faire. C'est vraiment pas terminé pour faire revendiquer notre autonomie, notre indépendance, pour éviter le financement projet. Le financement projet, c'est ce qui est le plus horrible.
J'ai 2 intervenants présentement qui ne savent pas s'ils vont être renouvelés le 1er avril. Ça fait 2 ans qu'ils sont travailleurs de rue. Fait que là, ils continuent de s'investir, ils continuent de rencontrer du nouveau monde ou pas. Je ne sais pas si je vais être parti dans 1 mois et demi parce que c'est du financement à projet du gouvernement X qui a sorti une enveloppe pour faire telle affaire. Pour moi, ça, c'est encore une bataille, le financement à projet au lieu du financement à mission. Je suis comme un peu étonnée de faire des demandes de financement aux 2 ans. Ça me fait plaisir de faire une reddition de compte parce que c'est juste normal que j'en fasse une quand le gouvernement me donne de l'argent. Je n'ai pas de problème à faire des redditions de compte. J'ai un peu plus de problème à tout le temps redemander de l'argent pour un service qu'on a peur depuis X années, qu'il y a des statistiques parce que je les ai fournies dans mes redditions de compte, puis que là, il faut que je te redemande encore de l'argent pour travailleurs de rue, puis qu'il faut que je te redise qu'il va encore desservir 100 X personnes par année, qu'il va donner 200 X pipe à crack. Et pour moi, ça ne fait pas de sens. Je veux dire, je te l'ai dit pourquoi c'est important dans ma reddition de compte. Je t'ai dit, elle a rencontré combien de personnes. Mais là, il faut que je te le demande encore une fois, puis il faut que je remette cet employé-là en insécurité professionnelle. Pour moi, ça ne fait pas beaucoup de sens. Fait que, s'il y a une lutte encore à avoir, c'est tout ce financement-là à projet qui met les organismes toujours dans une situation d'instabilité et on va faire une demande, puis on va demander plus pour avoir moins, puis à un moment donné, c'est une game qui est difficile sur les nerfs à jouer. Oui, puis beaucoup d'efforts, puis de travail, puis de ressources juste pour ça. Puis en plus, on s'entend que, bon, de cette année-là à telle année, tu as vu les résultats, ça n'a pas bien changé. Le besoin est encore là. Bien, c'est ça, je veux dire, mis à part si demain matin, on trouve un vaccin pour le VIH, puis ou un remède pour le guérir, un ou l'autre, bien là, tu pourras arrêter de me donner l'argent VIH. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour moi, c'est s'il y a une lutte à finir au niveau des organismes communautaires, c'est ça. Ben Annie, je te dis un gros merci d'avoir participé à l'émission, puis je te souhaite j'espère que tu vas continuer à faire ton bon travail comme à l'habitude. Félicitations pour ce que tu fais là, avec le bras, et puis on va avoir la chance de se reparler sûrement. Merci, bye. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute, et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.